We are the Smiths. Morrissey, Johnny Marr, Mike Joyce, and Andy Rourke. the Smiths. « 1978. Manchester est alors en pleine crise industrielle. La ville, anciennement capitale du coton et fierté de l'ère victorienne, n'est plus qu'une carcasse de briques rouges et de cheminées muettes. Les filatures sont à l'arrêt. Les docks rouillent, les ateliers ferment les uns après les autres. La population est très précaire, on compte les pièces de monnaie avant d'oser mettre le chauffage. La désindustrialisation mord partout. Chômage record, logements sociaux délabrés et les jeunes traînent dans les rues, faute d'avenir. Dans les pubs, les conversations tournent autour des grèves qui s'éternisent, des indemnités qui s'épuisent et de la crainte d'un nouveau gouvernement encore plus dur, celui qui bientôt portera Margaret Thatcher au pouvoir. Les journaux parlent de l'hiver du mécontentement, porté par l'incapacité du gouvernement travailliste de James Callaghan à faire face à une inflation au record. Pourtant, certains soirs, la ville s'embrase d'une autre manière. Ce 31 août 1978, l'épicentre de cette fièvre est au théâtre d'Apollo. Dans la file d'attente, des gens de tous bords viennent pour une seule personne, Patti Smith. À 31 ans, on la surnomme la marraine du punk. C'est là, dans cette fournaise, que John Martin Marr et Stephen Patrick Morrissey se croisent pour la première fois. I got a ticket and none of the mates were ponying up for a ticket, so I ended up going on my own. I had this really amazing experience right up at the very front of the stage. When Patti Smith and the band came on, it was like you were witnessing an incantation. It was actually the real first time Morrissey and I met, but we met in passing. And then I bumped into a couple of older lads in the bar, and anyway, Morris was with them. John est né le 31 octobre 1963 à Manchester. Il a alors 14 ans. Fils d'immigrés irlandais, il rêve de devenir footballeur professionnel. Avec son frère, il passe son enfance au centre de la ville, avant d'emménager dans sa banlieue sud en 1972. En face de sa nouvelle maison, un groupe de musique répète de temps à autre. On y trouve alors Billy Duffy, guitariste, et Andy Rourke, un bassiste, mais également ami, camarade de John. John est aussi passionné par ce milieu et apprend à jouer de la guitare en essayant de jouer ce qu'il entend sur ses vinyles et avec un dictionnaire d'accords de guitare, le tout sans professeur. D'ailleurs, son nom de famille de naissance est Maher. Il décide de le changer en Marr pour simplifier sa prononciation et éviter la confusion avec le batteur des Buzzcocks, John Maher. Les Buzzcocks, c'est un autre groupe de Manchester qui fait ses débuts cette année-là et qui cartonne. Steven, lui, a 17 ans. Né le 22 mai 1959 dans le Grand Manchester, il est lui aussi fils d'immigrés irlandais catholiques ayant émigré de Dublin à Manchester avec leur fille aînée Jacqueline un an avant sa naissance. Il vivait d'abord dans un logement social du quartier Ulm, un quartier ouvrier profondément marqué par les inégalités. Dans ses années collège et lycée, Steven était un solitaire impopulaire. I went to stern working class Catholic schools, which were very depressing and very repressive. And I never liked this. And this constant belief at school that if you don't go to church, it's a cardinal sin and you shall burn in hell and God will strike you down. This constant fear of whatever you do, you're wrong, and whatever you do, you're guilty. I despised that. I never had a social life. I never left the house. I just simply sat in and read and watched television and done all the things that in life are generally considered to be quite negative and quite soul-destroying. Bien qu'excellent en athlétisme, il quitte l'école à l'âge de 12 ans. Steven enchaîne les petits boulots, commis dans la fonction publique, puis dans l'administration fiscale britannique, vendeur dans un magasin de disques et brancardier à l'hôpital, avant de démissionner pour toucher les allocations chômage. Sa mère, bibliothécaire, nourrit son goût naissant pour la lecture. Très tôt, Steven se passionne pour la littérature féministe et voue une admiration particulière à l'écrivain irlandais Oscar Wilde. When I was plunging towards 10 years old, my mother was quite dedicated and she had several books. I think she had said to me before that, look, you really have to read this, it's everything you need to know about life, and I've ignored her largely. But one day I became nailed to the book and things were never quite the same since then. Which book was? It was The Complete Works of Oscar Wilde. La musique représentait tout pour Steven dans sa jeunesse. Les années 1970 ont marqué son immersion dans le glam rock, avec une admiration particulière pour la scène britannique, comme David Bowie, T-Rex, Roxy Music. En 1975, il se rend aux États-Unis pour visiter une tante.
Dans une période de doute pour son avenir professionnel, il flâne dans les rues d'Arvada et postule dans de grandes chaînes américaines, en vain. En parlant des États-Unis, il idolâtrait l'acteur américain James Dean, et sa passion pour les New York Dolls le poussa même à créer leur fan club britannique. Steven envoie d'ailleurs de nombreuses lettres aux magazines musicaux comme NME, Melody Maker ou Sounds depuis l'âge de 15 ans. Il est donc apparu de nombreuses fois dans les rubriques des lecteurs ou les critiques, donnant son avis sur les derniers morceaux publiés ou sur des groupes musicaux. Parmi elles, on y trouve sa critique lors d'un des concerts les plus emblématiques de l'histoire de la musique, celui des Sex Pistols à Manchester, le 4 juin 1976. Devant un public d'environ 100 personnes, voire beaucoup moins, les chiffres changent énormément et beaucoup d'artistes aiment bien dire qu'ils y sont allés, alors que pas du tout. Tout un pan de la musique s'est joué ce jour-là à Manchester. Assidu de la scène musicale alternative et post-punk, Morrissey rencontre le fameux Billy Duffy et il accepte de devenir le chanteur de son groupe punk, les Nosebleeds. Bien que Morrissey ait affirmé n'avoir jamais rejoint le groupe, il a coécrit plusieurs chansons pour le groupe. Ainsi, Steven a un tout petit nom qui court dans Manchester. Mais revenons au concert de Patti Smith. Une rencontre courte qui n'a pas semblé particulièrement intéresser Steven. Et leurs chemins se séparent. J'ai su ce soir-là que ce type était différent, spécial. Il dégageait quelque chose. 3 années plus tard, Johnny a désormais 18 ans et il se sent prêt à créer un vrai groupe de musique. Morrissey, lui, a 22 ans. Après la publication d'un livre qu'il a rédigé sur James Dean et ses dizaines de critiques dans les magazines, il est considéré comme un véritable rat de bibliothèque, très introverti. Johnny souhaite le rencontrer à nouveau, car il s'est lui aussi mis dans la musique avec Andy Rourke dans un petit groupe appelé White Dice. Johnny Marr était vendeur dans un magasin de vêtements de la mode musicale alternative X-Clothes. À côté de ce magasin se trouvait le Crazy Face, un autre magasin de vêtements. Son fondateur était Joe Moss, avec qui Johnny s'est lié d'amitié. C'est ce Joe Moss qui suggère à Johnny Marr d'aller frapper à la porte de Morrissey, inspiré par un documentaire sur Leiber et Stoller. Leiber et Stoller, c'était un des duos de la musique les plus importants et massifs des années 60. Ils ont produit les morceaux les plus populaires d'Elvis Presley que vous avez sûrement déjà entendus au moins une fois. When he invited me in the house and I went into his room, the very first thing we did was he said, "Do you want to put a record on?" And that was our very first kind of point of contact. And I went over to this shoebox with 45s on it, and I pulled out Paperboy by the Marvelettes and played the B-side. I almost felt like he was kind of testing out where I was coming from. Me being literary and Johnny with his melodic ideas, it just seems to emerge together so successfully. Peu importait que Morrissey n'ait que quelques paroles gribouillées dans un tiroir et que Johnny Marr n'ait jamais fini une chanson. Ce qui comptait, c'était cette force en eux, cette intuition commune qu'il fallait aller de l'avant et le faire sérieusement. 2 personnes pour monter un groupe, c'est cool, mais là, il manque quand même un batteur et un bassiste. Le bassiste, Dale Ebert, alors ingénieur du son au studio Decibel de Manchester, une connaissance de Johnny Marr. Simon Wollstonecroft, ancien membre de Freak Party, un groupe créé par Johnny et Andy juste après White Dice. En août, la machine est lancée. Place aux premières maquettes et aux premiers enregistrements du groupe. Ce que vous allez entendre, c'est le premier enregistrement des Smiths, une reprise des Cookies, un girl group américain. Ils enregistrent des compositions originales également, comme Suffer Little Children, une chanson très sombre, sans doute la plus obscure du groupe. Obscure car elle puise directement dans l'histoire réelle, une histoire de meurtre, profondément ancrée dans la mémoire collective du nord de l'Angleterre. Les Moore Murders, des assassinats d'enfants commis par un couple de meurtriers dans les années 60, tout près de Manchester, lorsque Morrissey était encore enfant. Traumatisé par cet événement, devenu une véritable blessure de sa vie,
De là à nommer le nom des enfants tués par le couple dans les paroles pour leur rendre hommage. Over the moors, take me to the mall. Baby shall arrive and I'll lay me down. I lived on one of the streets where close by some of the victims had been picked up at the time, and therefore within that community it just simply dominated every conversation for quite a few years. It was like the worst thing that had ever happened in the history of the world, and it was very, very real to me, and it was something that could never be discussed because of the nature of this horror. And so therefore I was very aware of it, from adolescence almost. Sounds very, could sound almost absurd, but I was a potential victim. Edward, see those glaring lights. Tonight will be your very last night. A woman said, I know my son is dead. I'll never rest my hands on his sacred head. Mais très vite, des tensions au sein du groupe apparaissent. Simon Wollstonecraft trouve Morrissey trop étrange. Il quitte le groupe. Pour lui trouver un successeur, Johnny rédige une annonce simple dans un disquaire de Manchester. Guitariste et chanteur recherche batteur. Influence, The Fall, Magazine, Subway Section. Et un certain Mike Joyce répond. Batteur réputé dans quelques groupes de la ville. Il passe une audition en septembre 82 sous l'effet de champignons hallucinogènes. Malgré ça, ou peut-être grâce à ça, le courant passe immédiatement, surtout avec Johnny Marr. Et il est engagé. Arrive le 4 octobre, le premier concert du groupe, au Ritz de Manchester, devant un petit public principalement composé d'amis de Johnny. Johnny dira plus tard que la prestation était ok, mais sans relief, à cause d'un truc qui titille Morrissey et Johnny, le jeu de basse de Daily Bert, qui manque terriblement de souplesse. C'est Andy Rourke, dont on avait parlé auparavant, qui va donc le remplacer à partir de la rentrée. Et c'est à partir de là que la line-up est définitive. Le groupe se prépare à envoyer des maquettes au label. Et pour ça, ils font deux choses. Première étape, trouver un nom. We call ourselves the Smiths because you decided we were called the Smiths. And I decided because it was the most ordinary name, and I think it's time that the ordinary folk of the world showed their faces. Les Smiths, chose faite. Deuxième étape, enregistrer de nouvelles chansons, des démos. Leur objectif, EMI, le label légendaire qui a signé tellement d'artistes iconiques que la liste serait très longue. Le groupe se lance dans des sessions studio et des petits concerts à partir de janvier 83. Parmi leurs premières dates, la plus importante reste celle à l'Hacienda, le 4 février 1983. L'Hacienda, c'est un lieu mythique de la ville. The place to be dans les années 80. Drogue, sexe, musique en tout genre, c'était un véritable laboratoire de la musique. Un temple avant-gardiste qui a réuni toute une génération. Toute l'Angleterre y allait, on appelait ça le Manchester. La vie dans cette ville ouvrière alors en crise, pendant les années Thatcher, se déroulait la nuit. Les ouvriers prenaient leur journée à l'usine et venaient dans ce paradis temporaire, les bars, les boîtes, avant de reprendre le lendemain. Ils deviennent un vrai groupe réputé au sein de la scène indépendante mancunienne. Mais EMI refuse la cassette d'audition et de nombreux gros autres labels refusent. Pourquoi ? Le sujet des paroles, jugé beaucoup trop marginal, voire trop étrange, et qui pouvait être très très mal interprété. Mais ça, on en parlera plus en profondeur un peu plus tard. Mais le groupe ne ralentit pas et se lance dans le projet d'un single à confectionner de toutes pièces pour le distribuer à des labels plus modestes. Et c'est ainsi que va naître Head in Glove. Hello. We are the Smiths. We are not Smiths. We are the Smiths. Hand in glove. Hand in glove. The sun shines down on my eyes. Oh, it's not like any other heart. This one's different from its own. La chanson parle d'un amour qui ne ressemble à aucun autre. Vécu comme une vérité intime face au monde entier, à une époque où la question de l'homosexualité était encore très taboue, stigmatisée, dans une jeunesse qui s'émancipait de plus en plus. Paroles indirectement liées à l'ambiguïté sexuelle de Morrissey, un thème qu'il a toujours refusé d'expliquer clairement. À ses yeux, les étiquettes n'avaient aucun sens. Tout le monde a exactement les mêmes besoins sexuels. Les gens sont simplement sexuels. Le préfixe n'a pas d'importance.
Et c'est justement dans cette zone d'ambiguïté que Head in Glove puise sa source. La chanson pourrait évoquer les tensions internes que Morrissey a lui-même vécues, la difficulté à se situer, la pression à se définir. Un cri contre l'isolement, une réponse à la solitude qui le ronge depuis des années. Mais malgré les apparences, il est toujours possible de s'aimer sincèrement. Et c'est cette sincérité qui est toute l'essence même du groupe. Well, I had the most depressing teenage existence in the history of the entire human race, and that I think is just tragic enough. I seem to be locked indoors for years and years and years, and I don't really feel that I ever had a youth of any description, or perhaps of some description, but it's a very frightening description. So I think that really gave me some strength and made me feel determined to really, one way or another, go down in history. I'm not quite sure which way it's going to be, but I feel that we've begun something, and I'm just going to kick very hard to be heard and just really work as hard as possible. Désormais rebelote. Le groupe envoie ce morceau en plus des autres à de nombreux labels nationaux comme locaux et joue pour la première fois dans la capitale britannique. Et ce concert bouleversera le chemin du groupe. Dans ce public se trouvait Geoff Travis, fondateur de Rough Trade, disquaire et label indépendant londonien. When we came to London and began to play here, we found our record contract with Rough Trade, and we began to appear a lot in London, and everything seemed to happen as soon as we come to London. The press began to notice us, and it just all really snowballed. Head in Glove sort le 13 mai avec cette pochette, encore en lien avec cette ambiguïté. Une photo homo-érotique d'un homme, en rupture complète avec les pochettes de singles de cette période. Il s'agit alors d'un geste avant tout politique, sur la considération de la femme dans la musique, souvent montrée comme hypersexualisée sur de nombreuses pochettes, mais cette fois-ci, ce rôle s'inverse. When I thought of groups, especially in the 1970s, who constantly used female images, who constantly used naked women, and it was never held in question, it was just there, and this is rock and roll, but of course it's not. It had to be quite different, and it crossed my mind that male images had never ever been used for one reason or another, when rock and roll is obviously quite traditionally a very male sphere. Pendant cette période de concert, justement, une autre personne clé sera dans le public. John Walters, présentateur pour la radio publique britannique, et il est le producteur de John Peel. Et cette personne organisait les Peel Sessions sur la BBC, émission qui permettait à tout artiste ou groupe d'enregistrer 4 chansons dans les studios de la radio, fournissant souvent la première diffusion nationale de groupes qui ont ensuite atteint la célébrité. Bref, John Walters leur organise une session, diffusée sur une heure de grande écoute le 31 mai. La première émission de leur carrière. In London to chat on the program tonight is Morrissey, who's the lead singer of the Smiths. Hello, Morrissey. Hello. And welcome. You've come down from Manchester just for this. That's terrific. The first thing we've got to do, I guess, is establish for people who may not know anything about you, which is, I guess, quite a few people outside Manchester. Parmi les 4 chansons choisies, l'une d'entre elles est très importante. What difference does it make? A very long time ago, and you know, people seem to really look for quite staunchly philosophical edges in what I write, and certainly there are. But what difference does it make? Just struck me as a very necessary little term. I don't know, what difference does almost anything make? I just wanted to have a very easy attitude, and that's what the lyrics imply. Really, you know, well, people get so neurotic about themselves, their lives, their hair, their teeth. But you know, what difference does anything make, really? What difference does it make? Oh, it makes none. But now you have gone, and your prejudice won't keep you warm tonight. Cette émission leur a permis d'être écoutée dans tout le pays, et c'est à partir de là que la machine se lance. C'est si simple que ça. Le single Head in Glove connaît une forte montée des ventes, leur répertoire s'agrandit, s'affine et s'améliore. Grâce aux concerts et à l'avis du public après l'émission, le projet de l'album grossit. Entre 2 sessions, Morrissey commence à développer son image de scène. Chemise arrachée, fleurs dans la poche arrière, gestes élancés, présence magnétique.
Il jette ses fleurs pour affirmer une esthétique romantique, sensible et non conformiste, à contre-courant de l'agressivité habituelle du rock et pour affirmer cette image androgyne. C'est un geste théâtral inspiré par Oscar Wilde qui incarne son rejet des normes viriles et sa passion pour le symbolisme et la beauté. Why do I hold flowers? I think flowers are very beautiful things, very nice and innocent things. They don't harm anybody, they don't burn, they don't do anything ugly. So why not? La foule réagit, reprend les paroles et les critiques suivent. Et le public aussi. Il se démarque de par le sujet des paroles et cette direction artistique totalement novatrice dans le monde du rock. The pop star was back, and the regimented pop star was back, and the punk ideals, for the first time, seemed to be totally dead. I think it just needed some kind of kick in the face, the music scene at the time, because I think there's like the Human League, you know, Orchestral Minute, there's a lot of groups like that were just churning it out, but there was nothing that was with sort of like intense, no kind of intensity. The Smiths create their own environment, and you can either go in or you can say no, I want Diana Ross instead, and it's your choice really. Londres est électrisé par le groupe. Morrissey et Johnny signent un contrat à long terme avec Rough Trade, mais il leur reste encore beaucoup à prouver. Ils ont enregistré une première version de l'album qui n'était pas bonne selon le groupe et donc mise à la poubelle, et seul un single a été publié. Mais tout va changer avec une chanson écrite en 20 minutes et qui bouleversera les codes de la musique avec un riff de guitare indémodable. This Charming Man. La BBC derrière eux les envoie sur les stations indépendantes et à la télévision, où des performances sont enregistrées et toute l'essence des Smiths est montrée, aussi bien sur le plan sonore que visuel. Décor épuré, Morrissey brandit ses fleurs, chemise entrouverte et collier. This Charming Man est une chanson profondément autobiographique pour Morrissey, qui y concentre plusieurs couches de sa jeunesse. Le manque d'argent, la honte de ne pas pouvoir s'habiller correctement, les invitations déclinées parce qu'il n'avait pas une fringue à se mettre, et la solitude pesante d'un garçon qui ne correspond à aucun modèle social classique. Il parle aussi de son attirance diffuse, de ce jeu de séduction ambigu teinté d'un refus, ce que l'on peut voir en quelque sorte entre Morrissey et Johnny. En fait, à travers les paroles, on pourrait se dire que Morrissey essaye de draguer Johnny, mais lui est en couple avec Angie, qu'il connaît depuis 1978. This Charming Man is about being charming, which so very few people are these days. I think it's nice to instill these words into people's brains, and who knows, it might rub off on a new generation. We don't have to be violent or ugly or arrogant, just be charming. And what a pleasant world that would be. Le morceau est un franc succès, tant sur le plan indépendant qu'à grande échelle. Il se voit même offrir une performance au Top of the Pops, où les 30 chansons les plus écoutées sont jouées, en playback, en prime time, sur la BBC. Le soir même de cette diffusion à la télé, les voici de nouveau en train de jouer à l'Hacienda. Et dans ce public encore plus grandissant, se trouvait un visage très familier aujourd'hui. I was just into music and bands and oh, this fucking band are playing now, I've got to go and see them. You know, and it wasn't even like I had any mates to go with. All my mates were like, what? The first thing about the Hacienda is if you were going, you had to find a fucking place first. They came straight from Top of the Pops to do it. The Smiths gigs, as I remember them, were all a real fucking vibrant celebration. Before, you watch Top of the Pops, there's nobody on it from Manchester. But then like New Order and the Smiths. So it made it seem that you could sing in your own accent and wear your own clothes and be yourself and still get somewhere. They just kind of exploded, didn't they? 10 titres. Voici le premier album des Smiths, portant le même nom que le groupe. The Smiths est un portrait de la jeunesse britannique, livré à l'ennui, à la solitude et à la confusion affective. Il dresse le paysage intime de ceux qui n'ont pas de place, qui se sentent trop sensibles ou trop intelligents pour ce que le monde leur propose. C'est un disque qui regarde l'amour, la famille, le désir et la mort sans phare, mais avec poésie. Et surtout, il s'adresse à tous ces adolescents paumés, pas dans le cliché de l'adolescent paumé, mais dans leur fragilité.
La chanson Still Hill de l'album est probablement l'une des chansons les plus essentielles pour comprendre la posture de Morrissey à cette époque sur le désenchantement face à ses idéaux de jeunesse. Tout ce dont on a rêvé lors de notre adolescence mais qui ne s'est jamais produit. Morrissey, alors âgé de 25 ans, Johnny, Andy et Mike, alors âgés de 20 ans, ont réussi à concrétiser le projet de monter un groupe et de faire un album qui se classe dans le podium des charts britanniques en moins de 2 ans. Mais l'album va connaître 2 polémiques. La première, une mère des familles des victimes des Moore Murders s'est dite horrifiée d'entendre le nom de sa fille dans le morceau Suffer Little Children dont on avait parlé auparavant. Elle a menacé des actions en justice, la presse en parle et Morrissey a dû aller voir la personne en question qui a ensuite compris la bienveillance de l'action et l'hommage du chanteur. Le deuxième scandale était celui du premier morceau de l'album, Real Around the Fountain, dont certains avaient compris des messages à caractère pédophile d'après les paroles. Morrissey précise que les gens n'ont rien compris et que le morceau parlait du passage entre l'adolescence et la vie adulte, une sorte de perte d'innocence face à la société. Et la rumeur s'estompe, à l'instar du groupe, qui continue de gravir les échelons. Le reste est un succès massif et ils se lancent dans leur première vraie tournée britannique, uniquement pour eux. Guichet fermé, le groupe est accueilli comme il se doit et connaît un franc succès. Voici les Smiths. Les concerts étaient très mouvementés, la plupart d'entre eux sont dans des petites villes, où bagarres se déclenchent et les pièces de monnaie, voire de la bière, sont jetées sur scène. Mais c'est pas grave, l'ascension est fulgurante et les Smiths se permettent même une tournée en Europe, et même à Paris. Nous sommes ici à l'Eldorado enfin, le théâtre libre, et c'est ici que les Smiths ont joué pour la toute première fois devant le public français le 9 mai 1984. C'est une fois de plus Manchester qui fait l'actualité musicale de ce côté-ci de la Manche avec le véritable phénomène de Smith. Les Smiths en 1984, c'est pas le groupe de l'année. Loin de là, le groupe était diffusé tard le soir dans les grandes stations, comme l'émission sur France Inter de Bernard Lenoir qui a réussi à rendre le groupe un petit peu plus populaire au sein du grand public. L'émission diffusée de 22h à 23h a fait émerger plein de grands groupes pendant les années 80. Mais bref, c'est un public qui connaît surtout le groupe de nom via le bouche à oreille. Et ils se retrouvent tous ici, et il y a même des Britanniques. Avec le bouquet de fleurs aux fesses de Morrissey et les accords de guitare Trey Burns de Johnny Marr, les Smiths anticipent de 5 ans sur le retour des hippies, du psychédélisme et mettent déjà Manchester sur la map monde rock. Pour leur premier concert français, tous les futurs inrecuptibles sont à l'Eldorado. Morrissey, le chanteur du groupe, arrive toujours sur scène avec des fleurs, mais compte tenu du traitement qu'il leur fait subir, je n'arrive pas à savoir s'il les déteste ou s'il les adore vraiment. Après 2 pages à leur effigie dans le magazine Rock & Folk et une toute petite brève dans le journal Le Monde, le groupe reste encore très marginal à une époque où plein de groupes pop, électro, new wave arrivent sur le terrain. Mais malgré ça, la salle affiche complet. Et ils ne s'arrêtent plus. Ils sont à l'affiche du festival Glastonbury, l'album est en haut des charts et est devenu le chouchou des médias. Et la popularité des Smiths s'accroît très fortement. Dans cette frénésie, ils retournent à la BBC et enchaînent les sessions d'enregistrement. Ce sont 16 morceaux qui émergent de cette période effervescente. À force d'accumuler singles, face B, captations chez la radio publique, une idée s'impose naturellement, assembler tout cela en un album. Hatful of Hollow est pensé comme un best-of spontané, un journal vivant du groupe dans sa phase la plus intense. William It Was Really Nothing, Heaven Knows I'm Miserable Now, des reprises des morceaux du premier album, on retrouve dans ce disque tout ce qui fait l'essence des Smiths dans un album devenu aujourd'hui un incontournable. Chacun de ces morceaux explore des thèmes semblables au premier album, mais de manière plus approfondie, comme le changement de soi et prier pour que la malchance s'arrête. So, for once in my life, let me get what I want.
Des paroles qui jouent encore sur la bromance de Morrissey et Johnny. Morrissey veut Johnny très proche mais pourtant inatteignable. Il veut se sentir aimé comme tout le monde. I am human and I need to be loved, just like everybody else does. Ce dernier morceau, How Soon Is Now, est une des phases B les plus populaires du groupe. Morceau composé avec une quantité faramineuse de cannabis et ils arrivent à créer un instrumental exceptionnel. Morrissey, de son côté, livre l'un de ses textes les plus touchants sur l'isolement et le mal-être. Il y incarne un personnage trop timide pour aborder quelqu'un, condamné à rester seul, même dans des lieux faits pour rencontrer l'amour. Ce sentiment d'être à côté, perdu, trop sensible, a parlé à des générations d'adolescents et d'adultes, bien au-delà de l'Angleterre des années 80. L'album, dès son lancement, est 7e des charts britanniques à une époque où le deuxième album de Wham est premier, avec Heaven Knows I'm Miserable Now en single, qui est devenu un véritable succès commercial. In my life, oh why do I give valuable time to people who don't care if I live or die? La présence du groupe est consolidée grâce à cet album et Morrissey est davantage invité lors d'émissions radio et télé. Il exprimait souvent des opinions politiques dans ses interviews. Parmi ses cibles figurait le gouvernement Thatcher, la monarchie et ses contemporains musicaux. Le plus important reste sur son militantisme végétarien, où il a quand même réussi lors d'une interview de diffuser des images d'abattoirs à l'heure du dîner. Très sympathique. Mais le végétarisme, auquel Morrissey est attaché depuis l'âge de 11 ans et Johnny Marr depuis la semaine où il a rejoint le groupe, va devenir un véritable sujet créatif. Il faut que le groupe, désormais populaire, puisse faire passer des messages politiques. Dans cet aspect d'élaboration et d'émancipation, c'est Johnny Marr et Morrissey eux-mêmes qui produisent l'album. Ce nouveau projet est principalement enregistré en octobre 1984 et nous voici désormais dans le studio des Smiths. Sur le peaufinage de l'album, en décembre 84. Meat is Murder, la viande est un crime. Well, I think the statement is self-explanatory, really, and we use it because we feel that popular music should be used in order to make serious statements. Because so many groups sell masses and masses of records and don't raise people's level of consciousness in any direction, and we find that quite sinful, especially in these serious times. And the card that you caught with a smile is murder. And the turkey you forcibly slice is murder. Do you know how animals die? Well, if they eat meat, I'd like them just to think about it and just to take it from there, really. Because there doesn't really seem to be anything else in modern life that makes people think about this subject, really. I mean, I think many people are still under the assumption that meat has absolutely nothing whatsoever to do with animals. I'd like to drop my trousers to the world. I am a man of means, of slender means. Each household appliance is like a new silence in my town. And if the day came when I felt a natural emotion, I'd get such a shock I'd probably jump in the ocean. Obviously, we regard it as being the best thing we've done so far. It's a lot more direct than maybe our records have been so far. But it's all done, I think, with great humour. I don't want to make it sound trivial, but we're not doom-laden by any means. La pochette de l'album renforce cette position. Elle montre un soldat américain au Vietnam dont le casque porte l'inscription modifiée « Meat is Murder » à la place du message original « Make War, Not Love ». Contrairement au premier album des Smiths, plus hétéroclite, « Meat is Murder » est pensé comme un manifeste. Il montre cette banalisation de la cruauté dans une société qui nous apprend à obéir, frapper, désirer à contresens et consommer sans réfléchir. Morrissey y articule une vision du monde où toutes les formes de violence sont connectées. Qu'elles soient éducatives, sociales, affectives, politiques, alimentaires, l'école y devient un appareil disciplinaire sadique. La famille, un lieu d'humiliation et de coups. La politique comme une absurdité, il ironise sur le fait qu'il va mourir dans une maison qu'il ne possède pas, sous un drapeau qu'il n'a pas choisi. Il y chante même le désir d'une impasse tragique de quelqu'un qu'il veut mais qu'il ne peut pas avoir. Johnny is obviously very special.
And obviously without Johnny, there wouldn't be me. So, quite critical to me. He's just a friend, really. He's my collaborator. À sa sortie, Meat is Murder déroute autant qu'il électrise. Le ton est plus âpre, moins mélodique parfois, plus frontal. Johnny Marr pousse ici plus loin son spectre sonore. Il répond à la gravité des paroles par une musique qui, elle aussi, refuse le confort. Car tout dans cet album est fait pour secouer. Et secouera même les frontières du rock alternatif pour toucher à la pop. Les morceaux qui paraissent plus légers à la première écoute, car en réalité, dans les paroles se trouve une véritable violence. L'Angleterre populaire, loin d'être idéalisée, est montrée comme le théâtre d'un désenchantement social profond, que le peuple comprend comme la presse avec des critiques unanimes, puisqu'il arrive numéro 1 des charts britanniques dès sa sortie, alors que Hatful of Hollow est encore en place. Et une tournée encore plus massive se déroule, en Europe et même aux États-Unis où ils se font connaître, et l'effervescence est là. Pendant ce temps, Johnny Marr a déjà de nouvelles idées pour un prochain album. Au début de l'année 1985, Morrissey et Johnny Marr retournaient à Manchester. Et la maison de ce dernier servira comme base d'écriture pour le groupe. Le guitariste décrit cette période comme une tentative de s'isoler du monde extérieur pour se concentrer sur la création, loin des pressions de Londres et de leur maison de disques. Pendant cette période, Morrissey canalise sa frustration envers les médias et l'industrie musicale dans ses paroles. À l'époque, le groupe commençait à se fâcher avec leur label Rough Trade. Sa faiblesse, son indépendance et son manque de professionnalisme, qui a, à de nombreuses reprises, perturbé le bon fonctionnement du groupe. Le premier album a connu un pressage très limité où il n'était pas disponible partout en Angleterre malgré son positionnement dans les charts. Le choix des singles également. Le label ne voulait pas sortir les singles choisis par le groupe. Et à partir de là, ils vont commencer à vouloir renégocier leur contrat pour obtenir une meilleure avance et plus de contrôle sur leur production. Le label ne peut plus supporter le groupe et il est devenu désormais beaucoup trop populaire pour Rough Trade. Lors de cette phase d'écriture, Morrissey renoue les liens avec sa ville de cœur et son histoire, Manchester. Idem pour Johnny Marr, qui voit une ville qui subit les pleins fouets du thatchérisme. Chômage massif atteignant 15% dans la ville, désindustrialisation brutale, paupérisation visible dans les rues, quartiers sales et à l'abandon. Le pays connaît une grève massive des mineurs depuis mars 84, qui a été durement réprimée et a abouti à la défaite des mineurs l'année d'après. Les Smiths retrouvent une Angleterre ouvrière encore plus fracturée, déchirée, sans vie, qui leur rappelle leur enfance et leur adolescence, et tout le chemin qu'ils ont parcouru depuis. Et c'est à ce moment que Morrissey écrit les paroles de The Boy with the Thorn in His Side, le garçon avec l'épine dans le flanc. Une référence mythologique, celle d'Andoclès et du lion où dans ce conte, un lion avec une épine dans la patte était perçu à tort comme colérique et agressif, alors qu'en réalité, il souffrait simplement et demandait de l'aide. Autrement dit, Morrissey, un artiste sensible, blessé et longtemps incompris par son entourage jusqu'à la publication des premiers morceaux et le succès qu'il connaît désormais. The thorn is the music industry, and all these people who just would never believe anything I said, tried to get rid of me, wouldn't play the records. So, I think we've reached a stage where we feel, if they don't believe me now, will they ever believe me? And if they don't believe me now, will they ever believe me? Oh no. Cette période de concerts et de travail acharné a porté ses fruits puisqu'ils se sont retrouvés en studio en août 85 et ils tentent de nombreuses démarches musicales. Ils accélèrent les bandes, changent la hauteur de la voix de Morrissey, la passent dans un harmoniseur, ils montent le son du morceau, le baissent, bref, ils bidouillent au studio. L'une des chansons qui use de ces effets, c'est Some Girls Are Bigger Than Others, où le son du morceau descend avant d'être remonté pour donner l'impression qu'une porte se ferme puis s'ouvre. From the ice age to the dull age, there is but one concern. I have just discovered some girls are bigger than others. La chanson parle d'ailleurs de la vie à Manchester, où certaines filles sont plus grosses que d'autres. Un euphémisme pour parler des jeunes femmes enceintes. Cas loin d'être anodin dans le milieu ouvrier. Le nom de l'album prévu, Margaret on the Guillotine. Texte quand même très explicite qui passe pas inaperçu. Mais vient une autre idée lorsque la chanson The Queen is Dead est enregistrée, l'une des dernières de la session.
Morrissey a depuis longtemps montré une position très ferme sur la monarchie, qu'il considère comme une institution dépassée, archaïque, coûteuse et injuste, symbole d'un pouvoir hérité non mérité et d'une forme d'oppression sociale permanente en Grande-Bretagne. L'album est fini peu avant Noël 85, mais un litige avec Rough Trade retarde la sortie de l'album prévue pour janvier 86. Johnny Marr commence peu à peu à ressentir le stress du programme épuisant des tournées et des enregistrements à la chaîne, et le groupe sombre. Johnny Marr disait « J'étais en grande forme. Ce n'était pas tout. J'étais extrêmement malade. À la fin de la tournée, tout devenait un peu dangereux. Je buvais plus que je ne pouvais supporter. » À cette même période, au début de l'année 86, c'est le bassiste Andy Rourke qui a été renvoyé du groupe en raison de sa consommation excessive d'héroïne. Il aurait reçu la notification de son licenciement par un post-it collé sur le pare-brise de sa voiture où on pouvait y lire « Andy, tu as quitté les Smiths. Au revoir et bonne chance, Morrissey ». C'est donc Craig Gannon, ancien membre d'un groupe New Wave écossais qui va remplacer Andy Rourke à la basse et pour la tournée à venir. N'ayant jamais joué de basse, Craig Gannon participe à quelques répétitions en tant que guitariste rythmique, mais Andy Rourke sera réintégré 2 semaines plus tard, tandis que Craig reste en tant que guitariste, portant le groupe désormais à 5. Et pourtant, malgré tous ces problèmes, l'album sort 11 mois après la sortie du premier single, le 11 août 86. I feel such dissatisfaction with the royal family. I think they're very pointless, and nobody can really explain to me clearly and fully any useful function that they may serve. And also over recent years I've had to devote so much money to the royal family by law, otherwise I have to go to prison, and I don't see why. I don't like these people, they're silly. The Queen is Dead est sans doute l'album le plus emblématique des Smiths. C'est un album qui, sous ses paroles souvent ironiques, explore des thèmes existentiels, sociaux et politiques avec une lucidité, le tout porté par une musique d'une richesse nouvelle. Dès l'ouverture de l'album, le morceau éponyme, il y attaque le vide symbolique de la royauté, tout en dépeignant une Angleterre absurde. Ensuite, un morceau où il se moque ouvertement du patron de son label sous le nom de Mr. Shankly, un vieux nom de famille britannique. L'album avance et Morrissey plonge de nouveau dans la mélancolie et le désespoir de la solitude, où l'amour devient une défaite pour lui. Assez anodin d'ailleurs qu'il écrive ces morceaux au même moment où Johnny se marie avec Angie. L'album continue avec une ballade plus mélancolique, Cemetery Gates, née des promenades de Morrissey avec une amie dans un cimetière de Manchester. Le chanteur se moque avec élégance des critiques qui l'accusent de plagiat, puisqu'il piquait quelques-unes de ses paroles dans différents livres et films, mais cette fois-ci sans gêne. Il copie Wilde, Yeats ou Shakespeare. L'album continue avec Big Mouth Strikes Again et le ton acerbe de Morrissey, puis The Boy with the Thorn in His Side, puis la critique de la religion dans Vicar in a Tutu, que l'on peut traduire par Pasteur en tutu, et ensuite se lance le morceau des Smiths, le plus populaire, la chanson la plus aimée, les paroles les plus romantiques. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see light. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into
lumière qui ne s'éteint jamais, et c'est celle de l'espoir. Morrissey préfère imaginer une mort commune plutôt que de rester seul. Cette glorification du suicide met en lumière le désespoir et la solitude absolue du personnage. Un rappel au romantisme à la manière d'Oscar Wilde, la période de l'adolescence où l'amour devient nécessaire. Cet appel à sortir où c'est animé et où il y a plein de monde fait écho à l'esprit de certains films anglais des années 60, culture que Morrissey adore. There is a light that never goes out est la chanson d'amour par excellence du groupe et est très rapidement devenue la chanson culte des Smiths, bien qu'elle ne soit pas un single à son origine. The Queen is Dead est largement considéré comme un jalon majeur de l'indie rock et du post-punk. Régulièrement classé parmi les meilleurs albums de tous les temps et cité comme une véritable influence sur la vague Britpop qui arrivera des années plus tard et qui bouleversera tout sur son passage. Son influence tient autant à l'écriture mordante de Morrissey qu'aux textures de guitare de Johnny Marr qui ont défini une esthétique reprise par plein d'artistes alternatifs. Dans le fond comme dans la forme, les Smiths ont produit un album indémodable où l'acceptation du groupe au grand public a normalisé progressivement ce son dans les ondes du monde entier. Mais l'album à sa sortie arrive à un moment très compliqué et tendu pour le groupe. Ils sont désormais 5. Andy Rourke est sur un siège éjectable, Johnny Marr est de plus en plus épuisé et la venue du nouveau aggrave les tensions. La tournée commence en Amérique du Nord dans ce contexte-là et les concerts affichent tous complets. Des salles pleines à craquer, pareil pour la Grande-Bretagne. Les Smiths sont désormais un des plus gros groupes mondiaux. Mais quelques fans et médias indépendants, les suivant depuis le début, trouvent qu'ils deviennent ce qu'ils ont détesté. Des stars du rock, qui dénoncent. Avec un son plus dur et une plus grande assurance sur scène. Parce qu'on le remarque bien, le petit Morrissey timide de 83 a bien changé. Bien que la tournée a été un immense succès, la consommation excessive d'alcool et de drogue par l'équipe et les membres du groupe a eu des conséquences très néfastes. La tournée aux États-Unis a été un véritable fiasco interne. Andy Rourke a été arrêté quelques jours avant son départ pour la tournée américaine pour possession de drogue et son visa de travail a tout de même pu être accepté quelques jours avant le départ. Andy Rourke et Johnny Marr ont annulé les 4 derniers concerts de la tournée car le stress et l'épuisement de la tournée ont eu raison d'eux-mêmes. Pendant toute cette tournée, les invasions du public sur la scène étaient quasi systématiques et les violences pouvaient arriver avant, pendant et après les concerts. Et arrive le concert du 27 octobre 1986 à Preston. Pendant que le groupe joue le premier morceau du concert, Morrissey s'écroule brusquement. Selon certains témoignages, un objet, potentiellement une baguette de batterie lancée dans le public puis renvoyée, l'aurait atteint. Le chanteur est rapidement évacué, le groupe termine la chanson en cours, puis quitte à son tour la scène. Une personne annonce au micro que le concert est annulé, et Morrissey est envoyé aux urgences. Has split open Morris's head. He's had to go to the hospital for stitches. We are going to have to cancel the concert. Et un cas similaire est arrivé 8 jours avant, où un spectateur l'avait tiré vers le sol alors qu'il s'approchait du public. Morrissey a dû être transporté d'urgence à l'hôpital et le concert a été annulé. Au grand désarroi et à la colère de nombreux fans, et une émeute a éclaté. Le comportement des fans dépasse complètement celui du groupe. Et le comportement du groupe aussi. Un autre single, Panic, sorti en juillet et jugé raciste. Les paroles finales ont été jugées très ambiguës car le mot DJ, dans l'imaginaire collectif, était fortement associé aux cultures noires, gays, latino, surtout aux États-Unis. Certains y ont vu un écho inconscient à la campagne anti-disco de la fin des années 70 qui avait dégénéré en rejet raciste de la musique noire. Pourtant, l'intention initiale derrière Panic était tout autre. La chanson est née d'un agacement de Morrissey après avoir écouté la BBC. Après un journal d'information dramatique, la radio a enchaîné sans transition avec un morceau pop qu'il jugeait insipide. Morrissey et Johnny ont vu là le symbole d'un détachement culturel. Le DJ visé n'est donc pas un symbole communautaire, mais celui d'un système de diffusion, standardisé, insensible, incarné par une radio commerciale complètement hors sol. I don't agree with controversy just for controversy's sake. Everybody can see spot a fake a mile away. Tandis que la polémique autour de Panic expose le groupe aux critiques extérieures, c'est un choc bien plus concret qui frappe l'un de ses piliers. De retour d'une soirée passée avec Mike Joyce et sa compagne, Johnny Marr est victime d'un accident de voiture particulièrement violent. À quelques rues de chez lui, sous une pluie battante, il perd le contrôle de son véhicule qui percute 2 murs avant de s'immobiliser en ruine.
Cet incident provoque l'annulation d'un concert que les Smiths devaient donner. C'était un concert caritatif à Londres. Mais des lettres d'insultes sont envoyées, accusant Johnny et les Smiths de prétextes bidons de ne pas vouloir de nouveau performer à cause des agissements du public. Ce moment marque pour Johnny Marr une rupture psychologique. Pour la première fois, il mesure le décalage entre le mythe public du groupe et sa réalité personnelle. En parallèle, un autre conflit éclate. Craig Gannon est évincé pendant la pause de Johnny Marr. Leurs relations entre eux se sont détériorées, et Craig Gannon n'a tout simplement pas été rappelé pour d'autres répétitions. Mais décembre 86, retour à la musique, le groupe est invité pour une nouvelle session à la BBC près d'1 an et demi après la dernière, et le concert caritatif est réorganisé. Sans débordement, le concert a été un succès. Et le groupe annonce peu de temps après leur prochain album. Mais Johnny Marr ne supporte plus cette pression. En juin 87, il n'a plus de force. Épuisé par les tournées incessantes, les tensions internes et le poids grandissant des responsabilités musicales, il décide de prendre ses distances. Il fait une pause. Johnny Marr est en proie à l'alcoolisme et est submergé par les responsabilités de son rôle de manager autoproclamé du groupe. Il tente alors de nouvelles expériences. Il s'envole aux États-Unis pour aider les Talking Heads à enregistrer leur prochain album. Les autres membres, eux, le voient mal et pensent que c'est un abandon, surtout Morrissey. Mais Johnny ne veut pas suivre ses projets. L'enregistrement de l'album a été très éprouvant, mais est terminé. La sortie de l'album est prévue pour fin septembre, mais nous voilà en juillet 87. Un article dans le journal NME paraît avec comme titre « Smith a séparé ». Les Smiths semblent prêts à jeter l'éponge après la sortie de leur prochain album en septembre, et des sources internes attribuent la rupture à un conflit de personnalité entre Morrissey et Johnny Marr, le noyau et binôme créatif du groupe. Marr aurait confié à des amis à Manchester que lui et Morrissey ne sont plus amis. Leur relation de travail en a également énormément souffert. La goutte d'eau aurait été que Marr interrompe les sessions d'enregistrement des Smiths pour s'envoler aux États-Unis, enregistrer avec Talking Heads. Johnny Marr le lit et est furieux de cet article, pensant qu'il a été publié par Morrissey lui-même. Morrissey tente alors au mieux de se racheter, mais pour Johnny, c'est la goutte de trop. Il quitte le groupe officiellement. L'annonce de la fin du groupe a cependant été très brutale pour les auditeurs des Smiths. Ivor Perry, guitariste de Stretford et ami de Craig Gannon, a été choisi pour le remplacer. Le groupe enregistre avec lui des morceaux qui n'ont jamais été terminés. L'ambiance est déroutante et Ivor Perry se sentait mal à l'aise, considéré comme une deuxième version de Johnny Marr. Morrissey prend la fuite du studio et les sessions se sont terminées. Les Smiths, c'est officiellement terminé. Chacun part de son côté alors que l'album final du groupe n'est pas encore sorti. Strange Ways, Here We Come. La dernière pierre à l'édifice de 50 carrières. Clap de fin. Sorti le 28 septembre 1987, l'album est un parfait résumé du groupe. L'album est un portrait lucide et désenchanté de l'existence, où Morrissey joue sur son ironie mordante, la désillusion affective et les critiques acerbes de la société et de son label. Au cœur de l'album, évoque bien ce sentiment de solitude qui l'enivre. Et Death of a Disco Dancer évoque de son côté l'importance de Johnny Marr au sein du groupe, qui s'en est allé. Il tape aussi sur leur ancien label et toutes les versions d'albums, de singles qui existent, comme seul but de faire plus d'argent, derrière le dos des consommateurs. Reissue, repackage, reevaluate the songs. Double pack the photograph
D'ailleurs, petite anecdote, le morceau a été enregistré au moment où Rough Trade sortait 2 compilations des Smiths à 1 mois d'intervalle. Pour la première, les chansons ont été choisies par le label et l'autre a été supervisée par Johnny Marr et vous la connaissez, c'est Louder Than Bombs avec plein de singles, de morceaux rares du groupe qui ont été compilés et qui a été un vrai succès. Mais revenons à l'album et à I Won't Share You, qui conclut l'album par une déclaration d'indépendance mélancolique. Et c'est ainsi que les Smiths disparaissent et chacun part faire leur vie. I won't share you. I won't share you with the drive and ambition, the zeal I feel. This is my time. Morrissey, Johnny Marr, Mike Joyce et Andy Rourke concluent à merveille ces 5 ans de partage, d'ambition et d'émotion qui ont bouleversé la pop anglaise et toute la scène alternative. Nés de la rencontre de 2 jeunes passionnés de Manchester, les Smiths ont su transformer leurs doutes et leur sensibilité en hymnes pour toute une génération. Des chansons qui parlaient avec sincérité de la solitude, du quotidien, du droit à la différence mais aussi de l'espoir. Leur histoire est celle d'une ascension fulgurante, gravissant les sommets des charts et touchant des millions de vies, tout en restant fidèles à ce qui les animait au départ. Les Smiths sont devenus et sont toujours des véritables porte-parole des marginaux, de ces gens bizarres qui n'avaient aucune place dans la société et qui ont pu trouver du réconfort derrière ces chansons. Malgré seulement 5 ans de carrière, ils ont réussi à faire ce que beaucoup d'artistes n'ont jamais réussi, devenir aussi mémorables, impactants, bouleversants en si peu de temps. Stephen Patrick Morrissey a, dès le lendemain du départ de Johnny Marr, débuté une carrière solo au succès international, malgré des avis politiques divergents et plus provoquants ces dernières années. Il a entre autres soutenu le parti d'extrême droite Reform UK, a considéré les Chinois comme une sous-espèce, et de nombreux labels l'ont abandonné à la suite de ces dérapages incontrôlés, qui ont aussi été poussés et amplement diffusés dans les médias. Il a enregistré de nombreux albums, mais par manque de label, il ne peut pas les publier. Cependant, Morrissey continue de remplir des salles de concert immenses en Europe et dans le monde. Malgré sa forte réputation d'annuler des concerts au dernier moment, il est attendu le 4 mars au Zénith de Lille. Vous pourrez aussi le retrouver dans le prochain album d'A$AP Rocky et un morceau du prochain album de Robbie Williams porte le nom de Morrissey. Et d'ailleurs, entre-temps, c'est officiel, il vient de signer chez Sire Records. Il l'a annoncé le 24 décembre et parmi les 2 albums qu'il a enregistrés mais qu'il n'a jamais publiés, c'est You're Right, It's Time qui a été annoncé. Donc on attend sûrement sa sortie pour 2026, à voir, pendant que l'autre album, Bonfire of Teenagers, qui est selon lui son meilleur disque, reste toujours non publié. Johnny Marr s'est de son côté également lancé dans une carrière solo à partir des années 2000. Mais il a participé avant dans de nombreux groupes musicaux, comme les Pet Shop Boys, Blondie et maintenant Billie Eilish, Noel Gallagher, mais également Franz Ferdinand en 2025. Il s'est également occupé de la bande originale du film Inception en 2010 et rempli des salles plus modestes. Il est en train d'enregistrer un prochain album. Alors, petite anecdote, il est aussi passé à l'Élysée-Montmartre en octobre et il s'avère que c'était, je pense, un de mes concerts préférés. Je vous le conseille et j'ai même pu avoir ma petite photo avec lui parce que je suis arrivé très tôt. Voilà, je en profite un peu pour flex. Mike Joyce, le batteur du groupe, a continué après la fin des Smiths à suivre les pas de Morrissey pour être son batteur. Il a travaillé avec de nombreux autres artistes comme Suede, les Buzzcocks et en grande partie avec Sinéad O'Connor en compagnie de son ami bassiste Andy Rourke. Il a sorti en novembre dernier un livre, The Drums, qui raconte son rôle dans les Smiths et sa relation avec différents membres du groupe. Andy Rourke, le bassiste, a également travaillé pour Morrissey jusqu'en 1990, puis a rejoint quelques groupes, comme les Pretenders. Il a également rejoint la scène de Johnny Marr pour interpréter une chanson ensemble, mais malheureusement, Andy Rourke décède le matin du 19 mai 2023, des suites d'un long combat contre le cancer du pancréas. Il était âgé de 59 ans. Malgré leur séparation, les 3 membres ont tenu à lui rendre hommage, où ils étaient tout de même avant tout meilleurs amis, avant d'être collègues. Mike Joyce inaugure en novembre 2024 une fresque en hommage à Andy Rourke dans le quartier nord de Manchester. Mais alors, est-ce que les Smiths vont se reformer un jour ? Eh bien, ils se sont déjà reformés, devant le tribunal. Car oui, le fameux contrat que Johnny Marr et Morrissey avaient signé avec Rough Trade s'avérait un petit peu injuste.
Morrissey et Johnny Marr prenaient 40% chacun et Andy Rourke et Mike Joyce prenaient que 10%. Et il s'avère que pour les deux, ils ont décidé d'amener les deux devant la justice à partir des années 90. Après de longs combats, Andy Rourke, lui, est parti avec un dédommagement financier, mais Mike Joyce voulait à tout prix ses 25% qu'il a réussi à avoir. Il y a aussi eu un autre cas en 2024, lors de la période de cette reformation d'Oasis, où le groupe AEG Entertainment avait proposé 2 gros chèques à Morrissey et Johnny Marr pour qu'ils puissent se reformer et faire une tournée sous le nom des Smiths. Morrissey a accepté, mais Johnny Marr a décliné. Il n'est pas du tout d'accord avec les opinions politiques de Morrissey. On a pu voir des tweets très drôles à ce sujet, où dès que la reformation des Smiths est évoquée sur Twitter, il met une photo du président du parti d'extrême droite, Reform UK. Morrissey l'a très mal pris, il a fait une bataille d'ego sur son blog et il continue de taper sur Johnny Marr dès que c'est possible. Même si, en vérité, il continue de chanter toutes les chansons qui parlent de lui et il continue même d'en écrire. Let me have who I want this time. Et de toute façon, selon Johnny Marr, la reformation des Smiths est impossible puisqu'Andy Rourke est décédé. Merci à tous et à tous d'avoir regardé ce reportage sur les Smiths. J'espère que ça vous a plu. Ça a été un très gros projet qui m'a demandé plusieurs mois de travail, de recherche d'archives en tout genre. La prochaine vidéo sera d'ailleurs biblique. J'ai très hâte de vous la montrer. Encore désolé pour tous les retards qu'il y a eu sur mes dernières vidéos. Mais vous en faites pas, ça va très bientôt changer. Et d'ailleurs, je vous l'annonce, vous pouvez désormais souscrire à mon Patreon pour seulement 2€ par mois. Bon, après, il y a d'autres paliers de 5 à 8€ selon ce que vous voulez. Mais si vous vous abonnez, n'oubliez pas que c'est surtout pour m'aider puisque toutes mes vidéos d'artistes sont démonétisées. Car oui, George Michael, 500 000 vues, mais 0€. Selon les paliers, vous pourrez avoir accès aux archives que j'ai remasterisées. Vous pourrez accéder à mes méthodes de travail, au sujet de mes prochaines vidéos, à quelques extraits bonus et même à l'accès en priorité à mes prochaines vidéos. Donc si vous voulez, n'hésitez pas, ça pourrait m'aider pour la suite de mes projets. Mais n'oubliez pas, toutes mes vidéos resteront gratuites, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo si elle vous a plu ou si vous connaissez quelqu'un qui est fan des Smiths. Commentez la vidéo si vous voulez me donner quelques avis, quelques remarques ou même si vous avez des idées pour des prochains artistes. Et sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée, bisous et à bientôt. Ice Age to the Gold Age, there is just one concern, and I have just discovered some girls are bigger than others, some girls are bigger than others, some girls' mothers are bigger than other girls.